Nos 3 invités d'honneur ont été et seront là, puisque évidemment, à l'issue de cette rencontre, de cette projection, nous accueillerons Ruben Östlund, qui viendra nous parler de la Palme d'Or 2022, et c'est évidemment un très grand privilège que l'on doit entre autres à Philippe Lux de Backfilm, que je vous demande d'applaudir. Alors, je dis juste un mot comme ça, c'est à la fois aux distributeurs qu'on doit cette avant-première exceptionnelle, mais c'est aussi d'une certaine façon notre travail commun à vous et nous. Parce que Ruben Östlund, on le suit depuis ses premiers films, on est, je crois, une des très rares salles à avoir projeté Play, par exemple, qui était à la quinzaine de réalisateurs et qui n'est jamais sorti en salle. On l'a d'ailleurs repris pendant ce festival. Et on l'avait déjà accueilli à l'Ancien Méliès, c'était super. On l'a réaccueilli avec sa précédente Palme d'Or, The Square. C'était extraordinaire, parce que c'est pas seulement un grand cinéaste, c'est un très bon prof. Il enseigne le cinéma à l'université de Göteborg. Et donc c'est aussi le prix de la fidélité des spectateurs et du cinéaste à cette salle. Et du coup, on est hyper fiers de l'accueillir tout à l'heure quand même. Ça se dit, ça? Ouais, on a le droit. Allez. Et puis je révélerai un truc tout à l'heure, parce qu'on fait semblant, et on va se faire semblant juste ce soir, que nous ne sommes pas entièrement pour rien dans le fait qu'il ait eu une 2e palme. Mais ça, c'est un teaser. Je vous raconterai après. Alors il est venu avec 2 surprises, il n'est pas venu tout de suite là, mais il vient tout à l'heure. Il va nous montrer 2 extraits de choses qu'il a montrées à ses acteurs pour leur montrer comment jouer, tout ça. Et donc je me suis dit que je ne pouvais pas le recevoir les mains vides, donc moi je lui ai amené une surprise. Et là je fais plus que teaser, je vous raconte. J'ai trouvé un extrait d'un texte de Chabrol et Romer qui parle de son film. Voilà. Vous ne croyez pas? Vous verrez tout à l'heure. Bon, je vais juste dire 2 mots pour présenter le film lui-même, et en fait je vais les emprunter, parce qu'on a eu en exclusivité le numéro de novembre de Positif, ce truc n'existe pas. Et il se trouve que nous avons défendu les mêmes films, Loznitsa, Mungiu et quelques autres, et du coup je vais vous lire le chapeau introductif, parce qu'il est quand même assez laudateur, ça va vous mettre un tout petit peu sur la bonne ligne pour recevoir ce film, qui dure tout de même 2h30, mais vous n'allez pas les regretter, je crois. Qui aurait pu croire il y a encore quelques années que le Suédois Ruben Östlund reçoive coup sur coup 2 palmes d'or? Lui-même, avec son esprit sans concession de satiriste, ne peut que se montrer goguenard à ce propos. Mais la triste mine affichée et revendiquée avec violence par ses nombreux ennemis jurés, lui reprochant toujours sa cruauté, son mauvais goût, sa misanthropie ricanante. J'ai dit, mais non, c'était malgré. Je reprends, non. Malgré. Force est de constater que la puissance du feu intellectuel et formel de Sans filtre, Triangle of Sadness dans la version originale, féroce comédie sur notre monde gangréné par la finance, décapante comme du Buñuel ou du Ferreri et aussi grandiose que du Fellini, 5 mois après sa projection cannoise, le foisonnement d'idées, de scènes, de situations, les inventions et le sens absolu du détail juste et impitoyable d'Östlund demeurent inoubliables. À tout à l'heure, bonne projection avec Ruben Östlund. Merci d'accueillir Ruben Östlund. Thank you very much. Et Anaïs Duché pour la traduction, qui par ailleurs a fait le sous-titre du film. Thank you so much. Thank you. That's why Abel Ferrara is coming again and again and again. C'est pour ça qu'un réalisateur comme Abel Ferrara revient sans arrêt. C'est une private joke de dîner, pardon. Alors Ruben, on est très heureux que tu sois là, et Anaïs aussi, on est très heureux que ce soit toi qui traduis cette rencontre. J'ai dit qu'il y avait plusieurs surprises, en fait il y en a une 3e qui s'est ajoutée. Vous n'êtes pas prêts de partir. Il y a un invité spécial qui vient à la fin de la rencontre, bientôt. Et puis après, il y a un pot à la toute fin. À 23h30, ça va, quoi. Avant, non, je tiens à saluer la présence d'anciens étudiants de l'année dernière et d'actuels étudiants de Paris 1, y compris parce que les anciens étudiants, il y en a 6 ou 7 dans la salle, je crois, ont vu 4 versions de ce film.
puisque cette salle a permis d'accueillir une sorte d'atelier montage pendant que Ruben montait dans son pays à lui. Le coproducteur, Philippe Aubert, demandait un point de vue de gens d'un âge proche des héros pour savoir comment ils réagissaient à différentes propositions de montage, dont une version exceptionnelle de 3h30. Voilà, et donc nous avons fait des ateliers de 3 ou 4 heures après chaque projection de ces 3 autres versions. Et quelle ne fut pas notre fierté, comme si on en était responsable, de renvoyer les derniers commentaires vers la Suède sur la 3e version le jour où le film a été sélectionné à Cannes. Et donc, le jour où il a eu la palme, je pense qu'il y a 6 ou 7 personnes dans cette salle qui ont eu le sentiment d'avoir eux-mêmes la palme. Donc je propose que vous les applaudissiez aussi. I really hope that you think this version was better than the version that was 3 hours and 30 minutes. Oui, j'espère que c'est cette version-là que vous avez préférée plutôt que les plus longues. Alors moi, oui, personnellement. Et du coup, on a vu en particulier des choses assez différentes dans les versions antérieures, et avec une espèce de préoccupation qui est comment on se remet de la fièvre de la 2e partie, qui est quand même une partie très folle, très fondée sur un rythme très rapide, avec une espèce d'excès en tous les sens du terme. Et on a bien senti que le film avait une espèce de défi, qui était comment on rebondit après avoir créé ça, cette acmé-là. Et j'ai envie de commencer en fait par ça, c'est-à-dire ce triptyque, qui n'a pas toujours été un triptyque, puisqu'il y a eu 4 parties dans une des versions. Voilà, comment il s'est créé en termes de rythme, et quels étaient les enjeux dans l'équilibre de ces 3 parties. I think that when I started to edit the film, and you watch through the film, the whole film for the first time, you start to realize what are the challenges with the film. Alors effectivement, quand j'ai vu le film pour la première fois pour le monter, c'est là qu'on réalise tous les défis qui nous attendent. Et on pourrait considérer presque que le film n'est qu'en 2 parties. Il y a la partie avant la catastrophe et la partie après la catastrophe. Et il fallait que le public accepte cette espèce de redémarrage du film au milieu. Parce que finalement les 2 premières parties sont liées par le fait que ce sont des hiérarchies extrêmement fortes dans le monde de la mode et sur ce yacht. Et ensuite, dans la 3e partie, ces hiérarchies, elles n'existent plus, elles disparaissent, voire même elles se renversent. Et cette structure était importante pour moi dès le départ. Et la partie sur l'île était plus longue au départ. Et puis finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure en le montant que ce qui crée le lien entre les parties, c'est quand on présente le personnage d'Abigail. Et là, ça raccroche la 3e partie aux 2 premières. And I think that you have to understand that when you're making movies, it's very interesting that you have test screenings here. And I think that you should invite the normal audience to test screening also. Because, yeah, on my next film, I promise it would be great. And I would like to come and sit together with the audience. Because for me... Et donc, je trouve ça extraordinaire et vraiment très important d'avoir des projections test. Et je pense qu'il faudrait inviter un public encore plus large. Donc, pour mon prochain film, ce serait vraiment super d'avoir encore plus de projections test. Et que moi, je puisse m'asseoir aussi avec le public pour entendre les réactions, pas seulement entendre ce que les gens ont à dire après le film, mais pendant le film, sentir les dynamiques, sentir les réactions, sentir quand peut-être c'est trop long ou quand ça devrait être plus long. Parce que c'est pas pareil d'être assis dans une salle avec d'autres personnes par rapport à être tout seul devant son ordinateur ou quand on regarde son téléphone. Quand on est tout seul avec son écran, c'est très différent du cinéma. C'est un mode de visionnage individualiste, alors que le cinéma, c'est la démocratie, c'est le pluralisme. Et donc le cinéma a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Alors, vous avez souvent dit sur ce film que c'était d'une certaine façon la 3e partie d'une trilogie. Snow Therapy en premier sur le monde des loisirs, au sport d'hiver. Ensuite, The Square sur le milieu de l'art contemporain. Et ici, le point de départ, en tout cas, c'est le milieu de la mode. Pourquoi avoir traité ce sujet-là, de la mode, et qu'est-ce qui l'a nourri? Et en disant ça, je pense évidemment au fait que vous vivez avec une photographe de mode et que visiblement, c'est aussi une des sources d'inspiration et de témoignage sur ce milieu que vous avez pu avoir.
The film started and I got together with my wife, and it was 8 Donc years oui, en ago. effet, c'est quand il y a 8 ans, j'ai rencontré ma future femme, donc, et ça m'a beaucoup intéressé qu'elle me raconte un peu de l'intérieur ce monde de la mode. Et quand on regarde des choses d'un point de vue marxiste, comme c'est mon cas, on commence à déconstruire un peu ce milieu, et donc on voit bien, donc, dans la première scène, c'est bien illustré par le fait que quand on a une marque chère, on va mépriser le consommateur depuis le haut de la pyramide sociale, alors qu'on va devenir très souriant quand c'est une marque qui est moins chère, effectivement, parce qu'on est dans les couches inférieures de la société, si on peut dire. Et ça m'intéresse aussi de voir que les mannequins hommes gagnent moins que les mannequins femmes. Ça n'est pas du tout un statut, forcément, une position sociale que les hommes recherchent forcément énormément. Certains mannequins viennent de la classe ouvrière, et donc leur beauté devient une sorte de monnaie d'échange dans cette économie pour se hisser dans l'échelle sociale. J'avais envie de tendre un miroir justement sur ce monde pour regarder ça dans notre société qui est globalement un patriarcat, mais où en fait voilà, là les choses sont retournées. And also the bill scene, you know, paying the bill in a restaurant, a man, woman. That happened to me and my wife. Alors, il y a aussi le problème de la note au restaurant. Qui va payer la note, et ça, c'est une situation qui nous est arrivée à moi et donc ma femme à l'époque. J'aime bien ces situations dans lesquelles on se retrouve à un niveau individuel à devoir se poser des questions sur les attentes culturelles qui sont liées au genre, parce qu'il y a des attentes assez fortes là-dessus. Et c'est vrai qu'une femme peut s'attendre à ce qu'un homme paye la note au dîner assez facilement. Et moi, j'ai voulu l'épater, donc j'ai été invitée. Je faisais partie du jury à Cannes, donc je l'ai invité à venir à Cannes, j'ai payé donc 3 soirs de suite le dîner, et puis après j'ai commencé à être embêtée par cette situation parce que je me disais qu'elle me plaisait trop pour devenir, en fait, pour l'entretenir, pour jouer ces rôles-là. Et quand elle m'a dit qu'elle allait payer le lendemain soir, j'étais très soulagée. Je me suis dit, bon, ça y est, elle comprend en fait les enjeux qui se passent dessous. Et le lendemain, le moment approche de prendre la note. Et donc, finalement, la note arrive sur la table, elle ne la prend pas. Et donc, moi, j'ai retrouvé dans un sort de dilemme très important. Et c'est trop de conflits en fait pour moi. Donc, je me penche comme ça tout doucement. Et elle me dit, merci, mon chéri, c'est très gentil à toi. Et là, vraiment, je me suis mis à être très grognon, à me demander ce qu'il y avait. Et on s'est vraiment mis à se disputer très fort, et donc ça a fini au Martinez, à l'hôtel Martinez, et la scène où avec le billet de 50 €, c'est vraiment déroulé comme ça. J'ai vraiment glissé le billet de 50 € dans la cage d'ascenseur. Donc si vous allez à l'hôtel Martinez, sans doute que dans la cage d'ascenseur, il y a toujours ce billet de 50 €. Donc pour tout ce qui est les questions d'égalité et d'inégalité, quand ces sujets viennent sur la table, dans notre tête, ça peut devenir vraiment quelque chose d'assez obsédant. Et j'ai trouvé un extrait, une vidéo d'une expérience sur des singes qui illustre très bien ça. Et donc en fait, ça ne concerne pas que les humains, ces questions d'égalité. On regarde, il y a juste quelques petites secondes, le temps de lancer l'extrait. Getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Alors la situation, c'est que vous avez sans doute compris, donc il y a une tâche simple qui est effectuée par chacun des deux singes. Et donc ce sont des guenons, parce que vraiment il y a des questions d'elle au féminin. Donc la première guenon doit donc donner un caillou et en échange reçoit une récompense. Pour une des deux guenons, celle de gauche, c'est un morceau de concombre et pour l'autre c'est un raisin. Et donc la première fois que chacun effectue sa tâche, donc elle reçoit et est content de sa récompense. Mais quand la guenon de gauche commence à voir que c'est un raisin que celle de droite obtient, elle se met donc à jeter et à réclamer, donc à s'impatienter et à réclamer plutôt du raisin.
Alors, cette question de l'égalité, elle est présente dès le début, dès le défilé, par exemple, dans les slogans, dans le hashtag Equality, etc. Et puis on voit venir progressivement une espèce de façon de faire trembler, très littéralement, les bases de cette société patriarcale, entre autres, et aussi fondée sur l'inégalité sociale. Ça passe entre autres par cette scène assez folle et assez malaisante, je dis ça pour l'avoir revécu tout à l'heure, de la femme qui ordonne que tout le monde s'amuse, que tout le monde prenne le bain, etc., où elle propose un échange des rôles qui évidemment est le prélude de la dernière partie, où là il y aura vraiment une révolution dans tous les sens du terme, et où celle qui s'occupait du ménage devient la commandante. Voilà. Et j'ai envie de lire, je vais juste te laisser traduire ça, parce qu'après je vais lire donc la façon dont Rohmer et Chabrol, 60 ans avant le film, commentent Sans filtre. Alors, le texte est le suivant. Le thème du naufrage, entre guillemets, consistant à faire retourner un temps à l'état de nature quelques spécimens humains issus de couches différentes ou professant des opinions opposées, est une mare à poncif. Isolés en pleine mer, en vase clos, les personnages se typeront malgré eux, paraîtront plus conventionnels que nature. Et si le metteur en scène entend introduire des nuances dans leur portrait, la dureté du trait primitif n'en ressortira que mieux. Autrement dit, ce qu'écrivent Rohmer et Chabrol, c'est que la situation qu'on a à l'œuvre là, c'est une situation en un sens stéréotypique, et qui en particulier se fonde sur un certain nombre de films qui précèdent leur écriture, mais qui les suit aussi. Et je pense à un film qu'il a probablement vu, je ne sais pas qui d'entre vous l'a vu, mais c'est un film qui dialogue vraiment avec celui-là, qui s'appelle « Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été ». C'est le titre. C'est un film de Lina Wertmüller, et je sais que Ruben cite Lina Wertmüller comme une des sources lointaines, comme Buñuel, comme quelques autres, pour ce film aussi. Et donc je voulais savoir si lui avait travaillé par exemple sur cette question-là, de la révolution liée à un bateau qui s'échoue, et s'il avait fait ce travail-là, puisqu'il enseigne aussi à l'université, de voir quelles œuvres l'avaient précédé pour essayer de déjouer les stéréotypes attachés à ce genre ou ce sous-genre particulier. I don't think that I tried to avoid Lina Wertmüller, even if I didn't. I hadn't seen her film. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai voulu éviter un film à la Koh-Lanta. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait, de savoir comment ils arrivaient à trouver de la nourriture ou à boire. Ce qui m'intéressait, c'était les rapports de hiérarchie, les rapports de pouvoir qui se mettaient en place. Et le plus difficile, c'était justement d'éviter quelque chose comme l'exemple le plus frappant de ça, le stéréotype le plus culte, le cliché le plus culte, c'est le livre Sa Majesté des mouches, qui en fait était donc pareil avec des gens sur une île déserte après un naufrage, et c'était écrit par un écrivain qui était alcoolique, dont le père était un sadique qui le traitait extrêmement mal, donc il avait une image très dystopique de ces rapports-là que moi je n'ai pas du tout. Et on voit que tous ces jeunes garçons deviennent totalement, perdent tout sens civilisé. Alors que moi je pense que si des humains sont sur une île déserte, ils ont tout intérêt à collaborer, et ils collaboreront a priori assez bien ensemble. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir que la façon dont quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale normalement va apprécier de se retrouver en haut de cette échelle, et comment Karl, dans une société qui devient matriarcale, va user de sa beauté pour obtenir des avantages, des privilèges. Évidemment, j'avais des exemples de classiques que j'avais derrière moi, mais par exemple, ces films des années 70, dont celui que vous citez, devraient, je trouve, être beaucoup plus mis en avant. Je précise que Sa Majesté des mouches a été adapté par Peter Brook au cinéma, et que le film dont parlait Rohmer et Chabrol, c'était Lifeboat d'Alfred Hitchcock. Pas tout à fait sans filtre. Mais quand même, il y a des trucs assez rigolos dans le dialogue entre les deux films. Dans la dernière partie, un des enjeux, c'est aussi évidemment de mettre en scène ce rapport de force entre les hommes et les femmes. Et on voit bien qu'un des défis, c'était de trouver le bon équilibre sur la question de l'amour, puisque préalablement, au début du film, il y a cette idée quand même d'être une espèce de trophée pour l'autre. Ce couple est un couple artificiellement créé par la société moderne pour faire gagner en clics et en likes sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans la dernière partie, se pose vraiment la question de savoir ce qui peut les unir ou les désunir, et la nature de la relation avec Abigail, qui elle-même propose à l'homme de devenir son trophée. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur la question de l'autre comme trophée plutôt que comme partenaire et être aimé. Voilà, je voudrais savoir comment il a
conçu cette vision de l'amour et comment il peut développer la façon dont la société capitaliste moderne, il a une mère communiste, j'y vais à fond, peut détourner la sincérité du rapport amoureux. I think that the idea to the film started in the Me Too movement. So Le film, j'ai commencé à l'écrire en plein milieu du mouvement MeToo, du départ. Et bien sûr, je soutiens totalement ce mouvement, mais je trouve qu'il a manqué un aspect dans la discussion, dans les débats là-dessus. C'est justement le fait que la beauté sert de monnaie dans ce système. Et d'enlever cet aspect-là, l'aspect économique, ça avait manqué un peu dans les débats, pour donner du contexte. Et pour illustrer ça, ce que le capitalisme peut créer, j'ai une anecdote, c'était un homme qui avait grandi du côté de Berlin-Est avant la chute du mur, et quand le mur est tombé, voilà, du jour au lendemain, il a pu traverser. Et la première chose qu'il a vue en traversant, c'est un panneau publicitaire du côté ouest qui faisait la pub d'un parfum avec une femme à moitié nue. Et en fait, ça a totalement tué sa sexualité de voir, ça a été un choc pour lui de voir ce panneau. Parce qu'il en a conclu que voilà, il devait offrir une bouteille de parfum à cette femme aussi, il voulait un peu avoir ses faveurs. Et même si l'idée de la transaction existait aussi de l'autre côté, le fait que ce soit dit aussi explicitement par le biais de la publicité l'a un peu traumatisé. And also, I think it's important to point out that we have to admit, or I 100% understand the quality of capitalism. Et donc je ne nie absolument pas les qualités du capitalisme qui nous a permis d'augmenter notre longévité, d'avoir une vie beaucoup plus confortable et de réduire la mortalité infantile, entre autres choses. Mais plutôt que d'opter pour un point de vue strictement, voilà, un positionnement de gauche ou de droite pour ou contre, je préfère le point de vue matérialiste et sociologique sur la chose, qui dit que en fait, c'est notre comportement change en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Et je n'ai pas envie de simplifier justement ce débat, aller au-delà des petites écuries politiques. Je dis ça parce que ma mère est communiste. Et on a tendance à oublier que Marx était en fait assez pro-capitalisme, son meilleur ami était industriel. Et j'ai pas vraiment envie qu'on réduise ça à un match, un débat comme des supporters de foot. Je trouve que le sujet est trop important et que c'est idiot de le regarder comme ça. Qui parle de sa mère, je veux bien une autre anecdote, c'est la scène du partage par Abigail, c'est-à-dire ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Elle vient d'une expérience très concrète qu'il a vécue et qui est en partie liée à sa mère, je crois. Yes, when I was a kid, oui, en fait, c'est un souvenir d'enfance. Finalement, ma mère étant communiste, donc j'allais, quand j'étais petite, dans des colos d'été, les colos communistes, et qui s'appelaient un peu les colos des pionniers. Et il y avait un jeu pour illustrer le capitalisme, pour montrer ce que ça faisait. Et donc, en fait, les enfants qui figuraient, les travailleurs, on les mettait en cercle et on mettait le capitaliste industriel au milieu, qui devait donc distribuer le salaire à chacun sous forme de bonbons. Donc c'était donc un pour toi, un pour moi, un pour toi, un pour moi. Et je me souviens, j'avais 8 ou 9 ans et ça a été un souvenir extrêmement fort, extrêmement marquant. Et quand j'ai pensé à cette scène de l'île déserte, je me suis dit oui, évidemment, il faut que ce soit ça. C'est ça qu'il faut faire à Abigail dans cette distribution. Can I show you another clip? Yes, please. I have a clip with dogs. Alors, j'ai un deuxième extrait à vous montrer, une autre vidéo sur la honte qui montre des chiens qui sont accusés donc d'avoir volé les friandises du chat. Et c'est vraiment une vidéo très forte sur ce que c'est que de perdre la face, et c'est quelque chose que je montre beaucoup dans mes films. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est pris un peu en flagrant délit de mauvais comportements. Donc vraiment, j'ai vu cet extrait il y a à peu près 2 ans, et j'ai jamais réussi à exprimer la honte de façon aussi nette, aussi franche, aussi forte qu'avec cet extrait. Et donc pour la scène de Carl et Nelson, quand ils sont accusés d'avoir volé les bretzels, je leur ai montré aux comédiens cette scène en leur disant il faut qu'on puisse faire mieux que ces chiens et qu'on montre justement la douleur que c'est d'être pris la main dans le sac. This clip is called Denver, the official guilty dog. Et donc la vidéo s'appelle Denver, le chien coupable, officiellement le chien coupable. Apparently, while I was out, somebody got into the kitty cat treats. Now, I'm gonna go look at the suspects. Suspect number 1. Is it you, Macy? See your face. Did you do this? Did you? I don't think you did.
Number 2. What? Did you do this? Denver, did you do this? Denver, was this you? Denver, you won't look at me. Did you? What? Denver, did you do this? Look at me. Come here. Let me see. Let me see your face. Oh my goodness, Denver, you didn't. You did this? What? You got into Kitty Cat's treats while I was gone? I can't believe it. Are you sorry about it? Okay. You know the routine. In the kennel. Go on. Very disappointed. You're in the penalty box. You let it happen. I hope you're happy too. So, yeah, I Oui, guess alors on vit dans un monde d'images et c'est vrai qu'il y a des images comme ça très fortes qui nous marquent. Et alors que le cinéma parfois peut rester un peu bloqué dans une sorte de convention, je trouve ça intéressant d'aller chercher, d'aller voir dans les recherches qui sont faites ou dans des vidéos YouTube telles que celle-là pour justement nourrir un peu et ensuite aller travailler là-dessus avec les comédiens. Alors, puisque pour nourrir, il faut aussi des réactions du public, on va en prendre 3 ou 4 avant la fin. Allons-y, et puis après, on aura une toute dernière surprise. Qui n'est pas sur l'écran, et qui est dans la salle. Bonsoir. Merci pour ce film très politique. Vous l'avez beaucoup dit, c'est vraiment jouissif. Mais moi, j'aimerais vous entendre peut-être sur un autre aspect. J'ai trouvé qu'il était très littéraire aussi, qu'il y avait des références, peut-être Joseph Conrad et Typhon sur la partie du bateau. Et après, c'est peut-être un cliché parce que vous êtes suédois, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des références littéraires avec Stig Dagerman sur l'île des condamnés. Enfin, voilà, je me demandais si je me trompe totalement ou si vous travaillez aussi avec des références littéraires. Stig Dagerman. Voilà, Ah, la réponse était oui. I'm happy that you say Stig Dagerman. Oui, absolument, l'île des condamnés, c'est ça. Et la scène où ils peignent tous l'âne d'une manière différente, c'est tout à fait une référence à ce livre, parce qu'on voit donc dans ce livre, c'est donc des gens qui se retrouvent sur une île déserte, qui échouent, et au début donc ils luttent pour leur survie. Ils arrivent un petit peu à s'en sortir, et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à avoir un peu de loisirs, disons, un peu de répit. Et là, ils se mettent à dessiner un lion, et plusieurs dessinent un lion, et donc une nouvelle bataille démarre sur la façon de représenter le monde et qui a le mieux dessiné le lion. Ça montre bien que dès que nos besoins vitaux sont d'une certaine manière satisfaits, on a le luxe de s'exprimer et d'être créatif. Et autant donc le millionnaire qui est dans la tech dit qu'il adore la consommation, mais il y a une force qui est aussi puissante en nous, les humains, c'est la force de créer. Bonsoir, merci et bravo pour ce film. J'avais une question, est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir, dans le sens où, dans la troisième partie du film, malgré le fait que les rapports de force sont totalement bouleversés, les personnages semblent tout de même agir toujours en fonction de leur propre intérêt. Est-ce que vous pensez qu'il y a un futur possible si étant donné qu'on est des humains qui semblent être conditionnés à agir toujours dans notre propre intérêt? No, I'm not pessimistic at all, and actually my viewpoint on Alors je ne suis pas du tout quelqu'un de pessimiste, je pense au contraire que les humains sont excellents dans la collaboration les uns avec les autres et qu'ils continuent quand même aujourd'hui d'essayer de créer une société égalitaire et que finalement c'est ce qu'ils font de mieux dans la société, c'est là qu'ils sont le plus efficaces. Ce que je n'aime pas en revanche c'est l'individualisme de notre société actuelle et la façon dont nos actions sont en général rapportées par les médias comme un gentil
gentil et un méchant, comme si on voulait pointer du doigt donc des individus et pas le contexte dans lequel ils se retrouvent. Et c'est pour ça que j'aime bien la sociologie, parce que la sociologie crée des sortes de petits pièges pour nous, et qui révèlent des choses de nous quand nous échouons justement dans ces rapports humains. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, de créer des pièges pour observer ensuite l'échec des êtres humains. Donc forcément, ça montre ces choses-là, mais ça n'est pas mon regard sur le monde nécessairement pour autant. Et j'avais envie de mettre Abigail dans une situation, à la fin du film, la dernière scène du film, où on puisse créer la possibilité de la violence et montrer que le pouvoir peut nous corrompre, mais pour autant, je n'ai pas une vision négative de l'homme ou de la société. Donc, je voulais juste savoir, en fait, à quel point son cinéma, vu que le film est tellement interactif, on réagit tellement fortement aux scènes, et je voulais savoir jusqu'où son cinéma était en fait engagé avec le public et à quel point il pensait à son public quand il créait, en fait, quand il écrivait le scénario. I think I'm very focused on the audience when I'm doing movies. Oui, j'ai beaucoup le public en tête quand j'écris, effectivement, et les réactions que le public va avoir. Et c'est pour ça que les projections tests comme celle qui a eu lieu ici à Montreuil sont très importantes pour moi, parce que essentiellement il faut que ça fonctionne dans la salle. Et mon intégrité artistique, c'est là qu'elle se situe d'une certaine manière. Je ne pense pas que ce soit trahir mon intégrité artistique que le public réagisse bien ou réagisse fort. Au contraire, et j'avais envie de casser avec une certaine tradition hollywoodienne, avec laquelle on a tous un peu grandi, dans laquelle on s'identifie à un héros et où on nous explique ce qui est bien et ce qui est pas bien comme comportement. Moi j'aime bien me mettre dans des dilemmes, non pas des Dalai Lama, n'est-ce pas, dans lesquels on a deux choix, qui sont tout aussi difficiles l'un que l'autre en fait. Et donc dans ces configurations-là, je me lance à moi-même des défis, et je lance au public aussi des défis, et pour que les gens se demandent ce qu'ils feraient dans cette situation, plutôt que de donner des leçons de morale. Finalement, j'ai pas envie d'asséner les idées, mais c'est ça que je veux justement provoquer chez le public. Bonjour. Là. On parlait de références littéraires tout à l'heure. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'île des esclaves de Marivaux. Et j'ai cette impression voilà, qu'il y a un peu ce travestissement des personnages pour un peu essayer de changer de classe sociale et voir qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de l'autre. Est-ce que finalement, ce dénuement des personnages jusqu'au bout, c'est-à-dire de passer du statut de mode à on enlève les vêtements jusqu'à arriver à quelque chose de très primitif, est-ce que cette mise à nu, c'est finalement pour dire qu'on est tous égaux, justement ce que vous critiquez aussi dans le film, mais est-ce que ça fait ressortir la part la plus humaine d'entre nous? Parce que justement au départ je voyais quelque chose d'assez contradictoire, mais vous répondiez qu'il fallait collaborer ensemble. Yes, I mean, I have not read this book, but many people have told me about this book. Alors, je n'ai pas lu effectivement cette œuvre, mais on m'en a souvent parlé ici, notamment en France, suite à des projections, effectivement. Donc, je pense que c'est tout à fait dans cette veine-là, j'imagine. Ce qu'on voit au moment du défilé de mode, dans la scène de début, quand on voit donc ces slogans, tous égaux, agir pour le climat, ça montre un peu justement la bêtise de cette veine du consommateur. On fait croire au consommateur qu'il est un consommateur, et où la mode se vend comme ça, d'une certaine manière, et que je trouve totalement absurde, cette sorte de capitalisme woke, où on vend en fait de la bien-pensance aux gens pour qu'ils consomment. Et je trouve que évidemment la configuration de l'île déserte, c'est un échiquier absolument passionnant pour un cinéaste, et notamment d'un point de vue matérialiste, quand on est débarrassé de tous les artifices, de tous les oripeaux. C'est d'un seul coup le savoir-faire qui devient valorisé, alors que dans notre société, si on regarde dans la société, les métiers productifs sont les métiers qui sont les moins bien payés, et les métiers qui gagnent le plus d'argent, ce sont les métiers dans lesquels on déplace de la valeur d'un endroit à un autre endroit. Alors que sur une île déserte, justement, la seule personne qui fait du travail de terrain, c'est cette personne-là qui va le mieux survivre. Bonsoir, merci pour votre film. Je voulais vous demander s'il y avait un propos à propos du pirate qui se fait passer pour un naufragé. Well, I think that I wanted to have a character. Alors j'avais envie d'introduire un personnage dont on n'est pas sûr de savoir s'il est l'un ou l'autre, mais qui décide de jouer sa carte en fait. Et moi-même, j'ai pas vraiment tranché si c'est un pirate ou si c'est un survivant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le dialogue entre Dimitri et lui, Nelson, sur ah tiens, t'es un pirate et combien tu gagnes, ça m'amusait beaucoup. Alors en fait, à la fin, j'ai presque été un peu déçu que ça s'arrête. Et je me demandais en fait comment vous réfléchissiez vos fins, parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de vos films,
il y a une fin un peu amère où le personnage finit par... Enfin, un des personnages, que ce soit le personnage principal ou non, finit par agir positivement. Et du coup, on a voilà, un sentiment positif qui en sort. Mais malgré ça, que ce soit, je pense à Play ou The Square, voilà, il y a quand même un côté amer à cette fin où on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Et voilà, là, vu que ça s'arrête abruptement, on ne sait pas ce qui se passe après, je me demande comment vous réfléchissez vos fins dans vos films de manière générale et dans celui-là, comment vous l'avez réfléchi. J'ajoute, en prolongeant, que cette fin a beaucoup varié dans les différentes versions du montage, que c'est de très loin la meilleure, ce plan sur l'homme qui court, et que la question de savoir où ce plan devait être posé ou pas s'est posée longuement, visiblement, en tout cas dans les retours qu'on avait nous. Voilà, et donc c'est d'autant plus fort de s'interroger sur ce geste-là qui effectivement permet de ne pas tout à fait répondre à la question du retournement de la violence. Well, for me, the ending is really a way to pose my statement about Alors things. oui, les fins, je les envisage comme quelque chose de fort, un signal fort que j'envoie dans le film et une façon de soulever une question, pas forcément laisser le spectateur sur une note positive ou négative, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. D'un point de vue formaliste, je ne vois pas le début et la fin d'un film comme une construction, comme celle d'un conte de fées. Je vois ça d'un point de vue beaucoup plus formaliste que ça. C'est le moment, je vous garde sur scène parce que nous allons réunir le récipiendaire de la Palme d'Or du Festival de Cannes et le récipiendaire du prix Rancaro-Méliès du Festival du film de Montreuil, qui par ailleurs avait son film en séance spéciale au Festival de Berlin pour un ours d'or à Isabelle Huppert. Merci d'accueillir Laurent Larivière qui a gagné le festival. C'est classe comme affiche. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux. Alors, j'étais très heureux de pouvoir me glisser dans la salle pour écouter le débat, même s'il n'est pas encore vu le film. Je suis très très heureux. À Montreuil, les salles sont pleines, grâce au travail de programmation, grâce au travail des associations. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes de France. C'est assez difficile de réunir le public en ce moment. Donc c'est peu de choses que de vous dire que ce prix me va droit au cœur et qu'il y a un peu un baume par rapport aux entrées et par rapport à la difficulté de rencontrer le public. Et j'espère qu'il encouragera des spectateurs à venir le voir. Voilà, ça s'appelle À propos de John. Merci infiniment. Merci Laurent. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour Anaïs Duché à la traduction et Ruben Ostlund pour cette formidable rencontre, ayant y compris relevé le défi de caser le mot Dalai Lama. Bravo. Thank you so much. Thanks for coming and thanks for all the questions and thanks again for inviting me here again. It's so fun to be here. Thank you so much. Et un pot vous est offert au bar de la Famille à l'entrée du cinéma.